Rebonsoir à tous, on enchaîne avec première mais pas dernière critique du soir. La deuxième partie de la deuxième et dernière saison de The Sandman sur Netflix est sortie. Plus, voilà, aujourd'hui est sorti un épisode bonus centré sur mort, enfin la mort du coup, Death. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça conclut bien? Tout ça, tout ça. Pas de spoiler. J'aurais pu mettre des choses, mais j'ai décidé de pas mettre de spoiler. Donc voilà. Euh, c'est beau. Je sais que je le dis à chaque fois, mais la série est vraiment très très belle, vraiment magnifique. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de cette série, il faut que je la rappelle, enfin il faut que je rappelle ce point-là parce que vraiment, enfin mince quoi. Ça me fait presque même chier de l'avoir vu sur Netflix parce que ça, c'est le genre de truc que tu dois regarder sur un Blu-ray avec pas de compression ni quoi que ce soit et vraiment faire cracher toutes les couleurs de ta télé quoi. N'empêche que ça reste quand même très très beau. Dans les deux styles, voilà, c'est pour ça là j'ai mis deux images qui illustrent bien. On a vraiment les côtés, oui, les planches magnifiques avec un ciel étoilé dans le royaume de Dream. Très bonne composition, des jeux d'ombre hyper marqués, hyper contrastés. Enfin, c'est voilà, c'est enfin, une beauté très classique. Enfin voilà, très, ça pète plein les yeux. Mais typiquement aussi, on a juste des plans où c'est ben, la chambre de Joanna Constantine et voilà, que ce soit entre voilà, l'utilisation du bleu, du jaune, de la lumière, la composition, enfin voilà, c'est que ce soit dans les trucs beaucoup plus intimes ou dans les scènes beaucoup plus grandiloquentes, c'est toujours très très beau. Mon Dieu que c'est beau. Pourquoi est-ce que toutes les séries ne sont pas aussi belles que ça? Merde, merde, ça me la fout mal. Parce que toutes les séries n'ont pas autant de moyens. Oui, mais tu peux faire des choses très belles sans forcément beaucoup d'effets spéciaux. Là, c'est beau et Certes. c'est ambitieux, mais on peut faire des choses très très belles avec peu de moyens. Bah justement, pour ceux qui veulent un exemple, il y a un film indépendant, bon qui reste, qui est quand même pas mal de fric, hein, parce que c'est un gros film indépendant, mais The Green Knight, magnifique film. Cette fois-ci, voilà, deuxième partie, finito l'histoire avec Destruction, avec Orpheus. Bon, on est quand même dans les conséquences de ce qui s'est passé avec Orpheus. Euh, et en plus de ça, voilà, en plus de tout ce que traverse Dream après voilà les fameux événements avec Orpheus qui sont assez tristes. On a Loki et Puck, qu'on a déjà vu auparavant assez brièvement, qui décident de foutre la merde parce que c'est des fouteurs de merde. Et Loki notamment parce qu'il ne veut pas être... voilà, il a un sorte de marché avec Dream, sauf qu'il ne sait pas dans sa nature de devoir des choses à des gens. Donc il fait un peu tout pour être libéré, on va dire, de la faveur qu'il doit à Dream. Et pour cela, voilà, comme je l'ai dit, il va être s'allier à Puck pour foutre la merde. euh, qui pourrait en plus remettre en question un petit peu tout l'avenir un peu hein, de Dream et de son royaume. Donc voilà, on est vraiment dans des enjeux assez importants. Euh, alors Green Knight, We Top, oui, le film Matt, alors très très beau film, mais le film est lent et je sais même pas si je l'aime beaucoup, mais très très beau film. Euh, L'actrice en bas a un petit air de. C'est Baccarine, non? Qu'elle s'appelle, je crois. Jenna, qui est dans Doctor Who. Je crois qu'on en avait parlé, elle est dans Doctor Who. Dans quoi elle était récemment aussi? C'est peut-être le Elle. premier volume en fait. Baccarine, bah, c'est la. Pour parler vraiment super-héros, c'est la femme de Deadpool. Bon, elle est clairement pas Ah connue oui, pour ça à la base. Morena Baccarin. Oui, non, c'est pas elle, Oui, ça c'est Jenna Coleman. mais elle a un petit air, je trouve. Ouais, c'est peut-être Sur la couleur l'image de là, en tout cas. cheveux. Ouais, ouais, non, mais je vois le truc. Mais ils sont dans les deux cas très très belles femmes. Mais Jenna Coleman, moi j'ai découvert ouais, quand elle était. Bon, après, elle est un peu plus âgée maintenant, je crois, Baccarine, quand même. Oui, oui, oui. Mais voilà, Jenna Quand même. Coleman, ouais, ouais. Voilà, qui donc joue ici Elle a pas le. fait de pub pour les jeans. Non. Voilà, qui joue ici Joanna Constantine. Alors, Joanna Constantine, qui dans le comics était déjà un personnage établi, qui était l'ancêtre de John Constantine, mais qui là pour le coup Docteur Lich. qui pour le coup, bah voilà, qui pour le coup dans la série ils ont fait le choix en fait de juste pas faire John et mettre Joanna à la place pour je pense à la fois se couper les ponts encore plus avec DC, pas avoir de problème Lego ou je sais pas quoi, et puis comme ça ils ont juste à caster la même actrice et pour l'ancêtre et pour la descendante
Donc voilà. Voilà, donc qui fait équipe avec le Corinthien V2. Voilà, parce que bon, spoiler pour la première saison, voilà, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Le Corinthien se fait détruire, entre guillemets, en tout cas désincarné par Dream en fin de première saison. Et là, il le refait de manière un petit peu plus saine, hein, pour pas qu'il ait un peu le pétage de câble qu'il a eu dans sa première version. Et on les voit faire équipe, notamment voilà, pour retrouver. Voilà, on les a engagés pour retrouver quelque chose détenu par Loki et par Puck, qui est quand même assez important aux yeux de Dream, mais pas que. Et voilà, donc on revoit ces deux personnages et c'est cool parce que, que ce soit Johanna ou le Corinthien, étaient des très bons points en première saison en termes de personnages. Et là, c'est encore le cas. Alors évidemment, Corinthien n'est pas tout à fait le même, mais voilà l'interprétation de Boyd Holbrook, qui était notamment dans Logan, qui jouait un des gars avec les prothèses et tout ça. Très très bon acteur. Donc voilà, c'est des personnages qui refonctionnent ici aussi. Et le fait de les mettre tous les deux ensemble, ça a fait un peu un mélange assez inattendu. Mais ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Et en fait, on pourrait penser, on va dire qu'il y en a un qui fait. C'est un peu dans les couples un peu classiques, il y a toujours un peu ce qu'on appelle les labradors et les chats noirs, où tu as le labrador qui est toujours très souriant, de bonne humeur, et les chats noirs qui sont toujours d'une humeur massacrante. Et étant donné que Corinthien est un cauchemar, on pourrait croire que c'est lui le mec un peu chiant et toujours un peu de mauvaise humeur. Eh bien non, voilà, donc il y a une dynamique assez cool. Voilà, donc niveau personnage, que ce soit antagoniste ou personnage secondaire, voilà, c'est toujours. Voilà, deuxième moitié, c'est plutôt cool. J'ai réglé mon problème d'écran, c'est bon. Ah, parfait, parfait, parfait. Donc voilà, et puis bon, évidemment, on revoit toujours un petit peu les mêmes, hein, la famille de Dream, mais j'en avais déjà parlé plus dans la première partie, enfin dans la vidéo sur le premier volume, donc je vais pas me repencher dessus, mais voilà, Death toujours aussi bien. On a une scène entre Dream et Despair, Désespoir, qui est plutôt cool. On les a pas souvent vus interagir, donc voilà, c'était un peu l'occasion de corriger ça. Mais voilà, et puis il y a certains événements qui poussent les pas mal de personnages à détailler, expliquer la relation qu'ils ont avec Dream. Et voilà, il y a des scènes assez touchantes. Donc voilà, niveau personnage, rien à redire là-dessus. C'est bien. Peut-être pas au niveau de la première saison, mais c'est toujours aussi bien quand même. C'est très très bien. Et on peut passer donc du coup à la slide d'après. Allô? Oui, allô? Tu Alors, m'entends? oui, oui, je t'entends. Alors, pour moi, ton Discord a freeze, ta caméra. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir mis le deuxième écran. Ah, voilà, c'est bon, on est bon. Allô? Ah, c'est bon. Ouais, c'est C'est bon. bon. Ouais, je pense que c'est le temps Vas-y. que tu mettes ton écran, ça a dû. Mais on est bon. Nous sommes de retour. Euh... Alors, ouf, alors ouais, ok. Ouais, bah en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit là en fin de partie. On revoit les personnages voilà, de la famille. On revoit pas mal Delirium. Voilà, dans l'image en bas à droite, on a toute la famille, tous les frères et sœurs, sauf Destruction, hein, voilà, qui est toujours dans son coin. Voilà, qu'on a Delirium tout à droite, puis Désir, puis Destinée, puis Désespoir, puis la mort qui du coup n'a pas d'équivalent avec un mot en D, pas comme en anglais, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, on a de nouvelles scènes avec eux. Et comme j'ai dit, ce qui se passe dans la saga, enfin dans les derniers épisodes, on voit de quoi vraiment revoir ces relations-là, on veut les retravailler, un petit peu les faire développer avec un prisme nouveau, voilà, parce qu'il se passe pas mal de choses avec Dream, et c'est d'ailleurs un petit peu le sujet de la saison, quoi. C'est en fait, il a changé finalement, là où en fait c'est assez rare pour les infinis de changer. Et oui, Dr Bishop, assez bizarre les repas de famille. Sans spoiler, on va dire qu'il y a quelque chose encore plus bizarre qu'on ne voit pas sur on va dire qu'ils accueillent quelqu'un dans la pièce qui n'est pas Dream. Je vais pas en dire plus, mais voilà, ce qui fait que c'est encore, ça rajoute une couche de bizarre. Mais voilà, c'est l'aspect familial est toujours aussi bien. Voilà. Et voilà, on a les deux images à gauche. Je vais pas trop élaborer dessus parce que oui, Destruction, c'est les derniers de leurs frères. Donc en anglais, c'est Destiny, Death, Dream, Destruction, Despair, Delirium, qui était avant Delight. Donc voilà, ils ont tous des prénoms en D. Mais ça marche pour tout le monde sauf pour la mort, où je vois pas comment appeler la mort avec un mot en D. Doom! Non, c'est pas ça. Euh... Oui, tu allais dire quelque chose?
Allô? Bah, je sais pas, la mort en D, pourquoi pas def, j'ai pas compris. Non, mais je veux dire, le mot français. Il n'y a pas de mot français pour. Ah! Voilà, s'ils traduisent les. Ah, La dorme. Ouais. Bah, voilà. Oui, c'est vraiment pour vraiment traduire. Parce que selon les versions, les traductions et peut-être en les français, ouais. éditeurs, je sais pas s'ils avaient traduit ou non les. Parce que alors, si, j'ai lu le premier tome en VF, mais ça fait tellement longtemps que je sais plus comment ils ont traduit les noms, en fait. Mais voilà. Et voilà, les deux dernières images qui sont tout à gauche, je vais pas forcément trop en dire grand chose parce que c'est quand même c'est vers la fin de la série. Et il y a quand même, voilà, on entre dans le territoire des spoilers assez énorme. Mais je vais quand même dire qu'il y a des parallèles, notamment il y a un parallèle avec un flash de lumière, on va dire ça comme ça, qui est entre on va dire, la fin de la série et le début de la série, que je trouve assez cool. Et même de toute façon, le visuel voilà, de cette scène-là où il pleut. Et j'aime beaucoup le côté assez gothique, emo. J'écoute du Tokyo Hotel de Dream, que j'aime beaucoup. Ça me fait rire. Donc voilà. Mais voilà, on conclut la série avec cette scène-là, on va dire ça comme ça. Et c'est voilà, c'est toujours aussi bien. Et il y a le côté aussi, là par exemple, le personnage de Dream a un côté un petit peu triste avec ce qui se passe. Euh, et à chaque fois dans la série, quand quand son humeur change, ça affecte un petit peu bah, tout son royaume. Voilà, quand il est triste, en peine de cœur, il pleut. Quand il est quand il est en colère ou dans une étude un peu martiale, il y a des éclairs, on entend le tonnerre. Et quand il est content, etc., ben, le soleil revient, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même maintenu parce que de temps en temps ça peut faire partie des pouvoirs, ce genre de choses. Mais de temps en temps, ce genre de personnages peuvent être tellement puissants qu'on peut avoir tendance à oublier certains aspects de leur personnage. Et là non, voilà, donc on a vraiment une attention aux détails et au lore et au pouvoir qui vraiment est constante. Et voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, je vais pas trop en dire parce que chut chut, pas de spoiler. Euh, voilà, chut chut, pas de spoiler. L'épisode bonus. Voilà, quand même, un mot sur la fin, vite fait. C'est quand même un côté doux amer, voilà, qui reflète bien un petit peu la saga de manière globale, hein, mais voilà, il y a un côté très doux amer. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais je suis pas en manque d'en avoir plus. Enfin, je me dis, ils ont bien terminé, ils ont le côté de Ask. On aurait pu penser que deux saisons, c'était c'était trop peu au vu de ce qu'il y avait dans les comics et tout ça. Oui, ils auraient pu faire plus de choses et quand on voit avec quel talent ils ont adapté le comics, oui, j'aurais bien aimé en voir plus. Mais avec comment ils ont fini les choses, que ce soit avec le personnage de Dream, avec tous les personnages secondaires, j'aurais bien aimé en voir plus, mais je suis pas frustré d'en avoir eu si peu. Donc voilà, je trouve que ça s'en sort pas trop mal. Et voilà, bien finir on cette a série. l'impression d'avoir une vraie fin quand même. Oui, 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 il y a vraiment un côté, c'est la fin d'une ère et c'est le début d'une autre, mais voilà, oui, c'est une fin, ça s'arrête pas en plein milieu. Enfin voilà, voilà. Je pense que ça aurait pu mériter, je pense, une saison de plus ou peut-être trois quatre épisodes de plus répartis sur les deux saisons. Mais je suis pas en mode c'est un scandale, c'est beaucoup trop rushé, quoi que ce soit. Donc ça va. Bien finir ces séries, Ok. c'est important. C'est pas que c'est voilà. Donc Attends, mais du coup j'ai pas tu parlé de l'épisode conseilles? bonus. Ah pardon. Vas-y. L'épisode bonus, voilà, du coup centré sur la mort, qui voilà, on est comme on a dit, son jour de congé. Voilà, une fois par siècle, elle prend un jour de congé et elle croise la route de Sexton. Oui, c'est son vrai prénom. Voilà, j'avais un bug, mais Sexton, c'est son vrai prénom. Sexton Furnival. Alors, c'est pas une blague, hein, voilà. Et voilà, du coup, on la voit passer son jour de congé avec ce personnage-là qui est sur le point de se suicider. Évidemment, comme c'est la mort, voilà, c'est un peu ironique. Et voilà, on les voit un petit peu vivre cette journée ensemble, un peu pas malgré eux, parce que elle, Sexton, Furnival, Sexton, comme sextant, je crois que c'est une unité de mesure ou un outil, je sais plus. On les voit passer voilà durant cette journée. Lui qui est un petit peu réticent parce que voilà, J'ai compris comme toi, Mac. ah bah voilà. Euh,
voilà, lui un peu réticent, bah, ouais, un peu suicidaire, il est pas très optimiste sur le monde, sur le futur, etc. Un peu en peine de cœur, et on le voit un petit peu bah, aller dans un, ouais, dans une boîte de nuit, un peu à essayer de réapprendre à, je sais pas, de voir le bon côté des choses, malgré toutes les, salut Mac, malgré toutes les merdes qu'il peut avoir dans la vie. Et Elon Mac. Essayer de, ouais, de profiter un petit peu de ce dont on peut profiter et pas se refermer sur soi, etc. Donc voilà, il y a un côté très. À chaque fois que Death est dans un épisode de la série, il y a toujours un côté. Ben en fait, c'est plus un épisode sur la vie que sur la mort. C'est d'ailleurs une réplique qui est prononcée par Destruction, je sais plus dans quel épisode, peut-être le dernier de la série, où il dit qu'en fait, ben en fait, chaque personnage des Infinis se définit presque plus par son opposition que par vraiment son essence en elle-même. Bah, par exemple, la mort en fait définit énormément la vie, le destin définit énormément le libre arbitre, le désir définit énormément la haine. Et Dream définit énormément la réalité en fait parce que bah voilà parce que c'est deux facettes d'une même pièce. Et donc voilà, et cet épisode ne fait pas exception, c'est plus ben voilà le alors l'épisode s'appelle The High Cost of Living, donc le haut coût de la vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on est voilà, à chaque fois qu'il y a mort, c'est vraiment un épisode plus sur la vie. Et oui, Mac, en fait le personnage de la mort est tellement quelqu'un de d'accueillant, de joyeux qui en fait a toute conscience de la valeur et des joies de la vie parce que c'est la mort, qu'elle est qu'elle a une sorte de elle irradie un petit peu tout son environnement de je sais pas, ouais, d'une joie de vivre, d'une pas mal de fois dans l'épisode, elle prend un taxi ou elle achète un objet ou elle prend un verre et à chaque fois les gens lui disent non non t'inquiète c'est pour moi, c'est gratos, c'est sur la maison parce que elle est comme ça, parce qu'elle dégage quelque chose de et l'actrice arrive très très bien à vraiment à dégager ces sortes de bienveillance, de chaleur humaine, même si elle n'est pas humaine, c'est un peu ironique, mais voilà. Donc c'est comme le premier épisode bonus de la première saison, on est sur un très bon épisode bonus, voilà, qui est très très cool. Non, tu vas pas te suicider, t'as toute la vie devant toi. Enfin, toute la vie, t'as 3 mois et demi, mais 3 mois et demi quand même, 3 mois profite et bien. demi, ah, tu peux faire des choses en 3 mois et demi, Ah bah quand même, ouais. tu peux lire Crisis on Infinite Earth, ça peut être pas mal. Oh mon Dieu, s'il me reste 3 mois et demi, j'espère que je lirai autre chose quand même. Ouais, T'es bah oui. sadique, toi. Moi je me dis c'est tellement long aussi. Verdict. Je tousse On un peut petit lire la peu. saga du clone alors en 3 mois et demi. Oh bah là ça va précipiter les choses. Donc verdict. Alors, sur cette deuxième partie, je pense que j'ai préféré la deuxième partie de la deuxième saison, que j'ai trouvé un petit peu plus. Après, il y a un côté aussi où ce qu'on nous raconte est beaucoup plus linéaire. On n'est pas sur une succession d'histoires un peu plus indépendantes. Là, on est vraiment, on sent que c'est la fin, les choses avancent, un peu plus dans un couloir. Donc voilà, j'ai préféré le deuxième volume au premier volume. Et pour ce qui est du verdict de la deuxième saison, ça reste très bien. Comme j'ai dit, on n'est pas au niveau de la première. Dans la première saison, on avait vraiment des excellents épisodes que je garderai, je pense, en mémoire. Bah, l'épisode notamment entre l'épisode Hobgoblin et sur la mort, voilà, qui était dans un seul et même épisode. Parmi un de mes épisodes préférés de télévision confondu, hein, donc c'est vraiment un excellent épisode, vraiment standalone, mais toute la première saison avait vraiment des très bons moments, était très très cool. La deuxième saison est quand même aussi très très bien. Là où par exemple la première saison de Sandman, je lui mettrais un bon 9,5. Un bon 9,5. Celle-là, je lui mettrais, je sais pas, ouais, un 8,5, un truc comme ça. Sur 10, hein, bien sûr. Donc voilà. On atteint peut-être pas les mêmes hauteurs, mais on est quand même sur des récits qui sont très très cool, qui ont des bonnes idées, avec des visuels très marquants. La musique est bien, mais vu qu'on est souvent sur les mêmes motifs qu'avant, on a moins l'aspect nouveauté. Mais tout le monde est très très bien. Il y a un casting assez bah, pas dégueu du tout du tout. Donc voilà, je vois pas que de gros. En fait, il n'y a pas de grosses faiblesses dans cette série de manière globale. Il y a quelques trucs qui sont un peu faciles en termes de scénario de temps en temps, des personnages qui sont un peu moins travaillés de temps en temps, mais globalement, on nous offre tellement des choses variées et bien produites que ce soit dans le fond ou dans la forme, franchement, voilà, on peut s'estimer heureux d'avoir une série Sandman aussi bien réussie parce que c'est pas évident à adapter du tout. C'était très très ambitieux.
Et je trouve que quand même on assure quand même vachement beaucoup. Donc voilà. Merci à, alors attends, c'est Alan Heilberg et comment il s'appelle? J'ai cru que t'allais dire merci Neil Gaiman, t'es Non, génial. justement, c'est Alan, je crois que c'est Alan Heinberg et David S. Goyer qui était le scénariste de Man of Steel notamment, d'avoir ouais, développé la série. Et puis Neil Gaiman, il peut Bah, aller crever après, dans un Neil fossé. Gaiman, Voilà. si, il a un réel talent, mais bon. Voilà, quoi. Oui, mais il peut aller crever dans un fossé. Voilà. Mais t'imagines une série télé sur Neil Gaiman, ça c'est extraordinaire, ça serait extraordinaire. Je veux dire, des deux points de vue, du point de vue vraiment créatif, Steve, ouais. voir l'envers du décor, le voir en train d'écrire, etc., Hmm. d'inventer, D'être à une et période de, ouais, bah, voilà. le côté perché, quoi, Tordu, cinglé, tordu même. ça serait, Vraiment, ça serait génial, quoi. il y a tout, Que hein. tu vois vraiment les deux facettes de cet esprit, je pense que. Ouais, ouais. En plus, il a été chez Ouais. DC à une période assez charnière, hein, enfin ouais, fin 80, début 90. C'est assez gros tournant, mais voilà, donc tu peux faire un mix biopic artistique et enquête true crime, les enquêtes criminelles, tout ça quoi. Exactement. Voilà, C'est à peu près ça, ouais. voilà. Mais ouais, très très bonne série pour le Une coup. sorte de secret story, sauf que tous les secrets sont sur lui, tu sais. Ouais, voilà, alors là, sacré secret. Hein. Ouh là là. Ben en fait non, ben, pourquoi ces slides, ils sont dans le désordre, c'est pas grave. Ben on peut passer. C'était tout pour moi. Au revoir.